Donc, c'est la suite logique de la MMC. Hein? D'accord? La suite logique de la MMC. Bon, ça, c'est un cours de tronc commun. Je ne vois pas tout le monde là. Topo 2, ils sont où? Topo 3. Génie civil 2. Génie civil 3. Voilà. Mécanique 2. Mécanique 3. Voilà. C'est tout le monde, c'est un tronc commun. À Yaoundé, c'est pareil? Ils sont disparus là. Ils ont disparu. Quelqu'un a disparu là, apparemment. Ils sont là? Ok. Alors, est-ce qu'à Yaoundé, à Douala, on m'écoute? Je dis donc que c'est un coup de tronc commun. Est-ce que les topos 2 et les topos 3 sont là à Douala et Yaoundé? Voilà, parce qu'après, quand on va faire le coup de vibration, vous avez dit que vous ne comprenez rien. C'est parce que, normalement, ça là, c'est un prérequis. Donc, normalement, vous devez avoir fait ça en topo 3. Topo 3 même. Avant, non, vous devez avoir fait ça en topo 2. Avant d'arriver en topo 3 pour les vibrations, les ondes et vibrations. Vous devez avoir fait ça au niveau 2. Bon, à Douala, est-ce que c'est pareil? Est-ce que les topos 2 et les topos 3 sont là? Topo 2 et topo 3 à Douala, est-ce qu'ils sont là? Oui, donc ils sont là. Topo 3 et... Génie civil 2, génie civil 3, à Douala, est-ce qu'ils sont là? Bien. Donc là, c'est un cours de tronc commun. Hein? C'est bon? Oui, c'est bon. Bien. On lance alors. Donc l'objectif du cours... C'est bon, c'est bon. Hein? Qu'est-ce que vous dites? C'est bon, docteur, on peut lancer l'ensemble, c'est bon. D'accord, ok. Alors, quel est l'objectif du cours? L'objectif de ce cours, c'est d'apprendre à dimensionner les organes ou les éléments d'une construction. Vous n'avez pas encore le support, mais immédiatement après ce cours, on va vous donner le support. Donc, ne vous en faites pas, il n'y a pas de problème. Immédiatement après, on va vous donner le support. Donc, l'objectif, c'est de dimensionner les organes ou les éléments de construction afin qu'ils supportent les efforts imposés dans les meilleures conditions de sécurité, d'économie et d'esthétique. Dans cet ordre-là. Voilà. Donc, la sécurité, c'est ce qu'on appelle les règles de l'art. Donc, vous, en tant que projeteur, pour dimensionner une structure, vous devez tenir compte de ces 3 critères. Premièrement, le critère de sécurité. Deuxièmement, le critère... Oui? Il y a beaucoup de bruit là, il y a des problèmes? Monsieur, on ne vous suit pas bien. Le son n'est pas bien, monsieur. Vous ne me suivez pas bien? Non, monsieur. Il y a des ruptures de connexion? On ne sait pas. Mais là, moi, je vous écoute bien. Je vous écoute bien, là. OK. Donc, on continue. S'il y a quelque chose, vous me le signalez. Donc, je disais donc en tant que projeteur, quand vous dimensionnez une structure, vous devez donc tenir compte de ces 3 critères. D'abord, la sécurité, ensuite l'économie et puis l'esthétique, dans cet ordre-là. Donc, la sécurité, c'est ce qu'on appelle les règles de l'art. L'art, c'est quoi? L'art, de façon globale, c'est est-ce que vous avez respecté les règles architecturales? Est-ce que vous avez respecté les règles du dimensionnement? Est-ce que vous avez bien calculé votre structure? C'est ça les règles de l'art. C'est ça qui constitue la sécurité. Donc, si votre ouvrage est dimensionné de façon sécuritaire, même s'il n'est pas économique et même s'il n'est pas esthétique, c'est bon.
Parce que ça, c'est ce qu'on appelle la note de calcul. Si la note de calcul est bonne, c'est bon. Bien. Maintenant, la seule chose, c'est que si, comment on va distinguer entre deux notes de calcul? Si deux notes de calcul sont bonnes, bon, on va tenir compte de celle qui a plus d'économie. C'est-à-dire ce qu'on appelle dans la passation de marché le moins 10 ans. Hein? Alors, supposez que vous soumissionnez. Si pour une structure, vous avez deux sociétés qui ont remis deux notes de calcul qui sont bonnes, ben on va retenir celle pour laquelle qui est moins 10 ans, c'est-à-dire qui a proposé le meilleur prix. Ensuite, si maintenant la note de calcul est bonne et vous êtes moins 10 ans, bon maintenant alors on va tenir compte du critère d'esthétique. Donc l'esthétique vient en dernier ressort. Est-ce que tout le monde comprend ça? Donc d'abord la sécurité, ensuite l'économie et ensuite l'esthétique. Tout le monde sait que c'est l'esthétique. C'est-à-dire que quelque chose qui est beau, hein, qui est beau à voir, hein, d'accord? Voilà. Ok. Donc voilà les critères qui permettent à vous, projecteurs, d'accord, de conduire un projet. La sécurité, l'économie et l'esthétique. Et pour cela, on va résoudre deux catégories de problèmes, à savoir, si on peut vous demander de déterminer les dimensions d'un organe, connaissant la nature des matériaux et des efforts, pour que, justement, aucune zone ne subisse des contraintes supérieures à celles qu'elle peut supporter. On parle alors de prédimensionnement. Absolument. C'est-à-dire, au début, vous connaissez tout simplement les matériaux et les efforts. On vous demande de déterminer les dimensions. Alors, pourquoi? Alors, il faut que les dimensions soient telles qu'aucune zone ne subisse les contraintes supérieures à ce qu'elle peut supporter. D'accord? Voilà. Donc, ça, c'est en réalité donc, le critère de dimensionnement, ou bien le critère de prédimensionnement. Donc, ça, c'est l'une. De l'autre côté, on peut supposer que les dimensions sont déjà connues. Et à ce moment-là, alors, il faut trouver la distribution des contraintes et des déformations pour vérifier qu'elles sont inférieures à ce que l'organe peut supporter. On parle alors de vérification. Alors, ces notions-là sont extrêmement importantes. En fait, dimensionner une structure, c'est la vérifier. Il faut bien comprendre cela. Dimensionner une structure, c'est la vérifier. Qu'est-ce que cela veut dire? Ça veut dire que si je vous demande de, par exemple, dimensionner ce bâtiment, et vous me dites, OK, je prends une dalle de 20, je prends une poutre de temps, je prends une poutre de temps. Si on vérifie tout ça et que c'est bon, on ne peut pas vous demander d'où est-ce que vous avez sorti ces dimensions-là. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, l'essentiel, c'est que les vérifications soient bonnes. D'accord? Bien. Maintenant, la seule question, c'est justement au niveau de l'économie. Parce que vous allez dire, OK, 20 c'est bon, 25 c'est bon, 30 c'est bon. Ben OK, finalement, qu'est-ce qu'il faut retenir? Puisqu'au niveau de la sécurité, toutes ces trois solutions sont acceptables, maintenant, il faut tenir compte de l'économie. Qu'est-ce qui est conforme à la sécurité et le plus économique possible et éventuellement le plus esthétique possible? Voilà. Donc, c'est important de comprendre que dimensionner, c'est en fait vérifier. D'accord? Dimensionner, c'est vérifier. Si vous vérifiez, ça veut dire que c'est bien dimensionné. Alors, il faut bien comprendre cela. Bien. Alors, quand on parle de calcul d'un ouvrage et tout ça, bon, il s'agit en réalité des mathématiques, si on peut appeler ça comme ça. Bien, maintenant, j'ai intitulé cette introduction-là, relation, essai, calcul. Pour dire que quoi? Pour dire que tout ce que nous faisons, en réalité, c'est de calculer des structures. Mais les structures sont basées sur des théories. Les théories sont en général mathématiques. Bien.
Mais pour valider une théorie, il faut que cette théorie soit conforme à l'expérience. C'est pour ça qu'on insiste pour que dans les écoles d'ingénieurs, il y ait des laboratoires. Parce que si nous disons par exemple que, ok, bon voilà, pour calculer une poutre, je dois vérifier que la contrainte agissante est inférieure à la contrainte résistante. Ça, c'est une formule mathématique. Mais est-ce que c'est ça qui est conforme à l'expérience? L'expérience doit être à la base de tout. L'expérience doit venir confirmer la théorie. Et une théorie sans validation expérimentale est nulle. Si on parle de théorie et que cette théorie ne peut pas être validée expérimentalement, c'est complètement nul. D'où l'importance de comprendre ce que c'est qu'un essai pour un projecteur qui est là à votre niveau. Et pour cela, je fais un peu d'historique. Alors, le calcul de structure, comme on la connaît, date du XVIIe siècle. Dès 1678, Hooke a déjà énoncé la propriété de proportionnalité entre les déformations et les contraintes. C'est ce qu'on appelle la linéarité élastique. On va revenir dessus en long et en large quand on va finir le cours de MMC. Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, le cours de calcul de structure, c'est la suite logique de la MMC. Et la MMC elle-même, c'est la suite logique de tout ce que vous avez fait comme mécanique au niveau 1. La mécanique du point et la mécanique du solide. Alors, on les considère à ce moment-là comme des solides indéformables. À partir de l'instant où on parle de la mécanique des milieux continus, on suppose que les solides sont déformables. Bien. Donc, en 1678, Hooke a déjà donc énoncé la loi de linéarité élastique, c'est-à-dire qu'il y a une proportionnalité entre les contraintes et les déformations. À la même époque, Mariotte, Bernoulli et Parent établissent la relation élémentaire de la flexion. Depuis 1823, Navier enseigne le calcul de structure, ou bien la RDM, comme une discipline autonome. Absolument. Le développement des outils numériques fait parfois oublier l'importance des essais, c'est ce que je disais tantôt. Il faut savoir que l'expérience est la base et le couronnement de toutes les théories. D'accord? Ok. Toutes les théories doivent être justifiées par une solide confirmation expérimentale. Absolument. Cela veut dire que quand les chercheurs émettent des théories, elles ne peuvent être valables que si elles ont été validées par des essais. Absolument. Le principe général de dimensionnement de toute structure, et pas simplement en mécanique ici chez nous, c'est qu'il faut que les sollicitations dites résistantes dépassent les sollicitations agissantes avec une bonne marge de sécurité. Maintenant, qu'est-ce qu'on appelle sollicitation résistante? Qu'est-ce qu'on appelle sollicitation résistante? Bon, on va voir ça dans la suite du cours. Mais ça, on peut dire que c'est la seule formule de ce cours. En réalité, c'est la seule formule de ce cours. Il faut à tout instant vérifier que les sollicitations résistantes sont supérieures aux sollicitations agissantes avec une bonne marge de sécurité. Les sollicitations résistantes sont déterminées. Résistant, qu'est-ce qui résiste? C'est le matériau qui résiste. D'où le terme justement résistance des matériaux. Voilà. Ce sont les matériaux qui résistent. Et donc les sollicitations résistantes sont calculées à partir des résultats des essais. Donc on essaie le matériau pour savoir comment déterminer les sollicitations résistantes. Alors les sollicitations agissantes quant à elles découlent du chargement. D'accord? Elles découlent des chargements, des actions qu'on a imposées à la structure. Absolument. On distingue alors deux types d'essais. Les essais dits simples, qui permettent de vérifier les lois générales et donnent des indications numériques sur les propriétés des matériaux. Là, par exemple, vous pouvez dire, si on fait un essai de traction, comme on va le voir dans la suite, on va dire, OK, la résistance de traction du béton est de 2 mégapascales, par exemple. D'accord? Donc là, on donne une indication numérique sur la propriété du matériau. Absolument. Ensuite, maintenant, les essais dits complexes
Ce sont des essais qui servent à mesurer le degré d'exactitude d'une hypothèse. Absolument. Bien. Maintenant, entourons les hypothèses de base de la théorie des poutres. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une poutre? Prenez ce solide. Ce solide, c'est une section droite, ici, notée S, qui génère un solide quand la ligne moyenne parcourt G0 jusqu'à G1. Et G est le point courant appartenant à S. Voilà ce qu'on appelle une poutre. Donc, vous prenez une section droite, vous générez un solide à partir de la section droite. On dit que c'est une poutre. Bien. Maintenant, la poutre est un solide engendré par une surface S, dont le centre de gravité G décrit la courbe G0, G1. Okay. Et donc, le centre de gravité de la section courante est G. Absolument. Alors, le plan de la section droite, par définition, doit toujours être normal à la tangente à la ligne moyenne. Alors là, c'est extrêmement important. C'est-à-dire que quand je prends cette ligne moyenne, d'accord, ok, cette ligne moyenne-là, d'accord, la section doit être toujours normale à la tangente à la ligne moyenne, en chaque point. C'est ça par définition. Voilà. Ok. S est alors appelé la section droite de la poutre, ou bien la section normale. G0, G1 est appelé la fibre moyenne de la poutre, ou bien la ligne moyenne de la poutre. Ok. Alors, la nature de la ligne moyenne définit la nature de la poutre. C'est-à-dire que si G0, G1 est une droite, on va dire que la poutre est droite. Si G0, G1 est gauche, on va dire que la poutre est gauche. Qu'est-ce que c'est qu'une poutre gauche? Qu'est-ce que c'est qu'une courbe gauche? Qu'est-ce que c'est qu'une courbe gauche? Qu'est-ce que c'est qu'une courbe gauche? Oui, est-ce que vous avez des réponses à Douala Yaoundé? Qu'est-ce que c'est qu'une courbe gauche? Hein? Vous êtes avec nous? Est-ce qu'ils sont avec nous? Est-ce que vous êtes avec nous? Oui, docteur. Qu'est-ce que c'est qu'une courbe gauche? Bon, une courbe gauche, c'est tout simplement une courbe que vous ne pouvez pas faire contenue dans un plan. D'accord? Ok? Prenez une courbe comme ça. Une courbe gauche, je répète, c'est une courbe que vous ne pouvez pas faire entrer dans un plan. D'accord? Voilà. On parle de gauchissement. Gauchissement, ça veut dire que prenez une courbe comme ça dans l'espace. Vous ne pouvez pas mettre dans un plan. On va dire que la courbe est gauche. Et si la ligne moyenne est gauche, alors la poutre sera elle-même gauche. Est-ce que tout le monde voit ça? D'accord. Okay. Une poutre, une ligne droite génère une poutre droite. Une ligne moyenne gauche génère une poutre gauche. D'accord? Gauche, ça veut tout simplement dire que vous ne pouvez pas enfermer ça dans un plan. D'accord? Ok. Donc, vous pouvez faire sort du plan. On va dire gauche. Ok. Alors, donc, si la poutre est droite, donc, voilà, et c'est dans un plan, la poutre est également dite plane. Ok. Alors, les hypothèses fondamentales là, de la RDM ou du calcul de structure, si vous voulez. On admet les hypothèses suivantes. Bon, pourquoi est-ce qu'on émet les hypothèses? Il faut bien comprendre cela aussi. Parce que si on n'émet pas ces hypothèses-là, les calculs sont impossibles.
Et les hypothèses, en réalité, ce sont des simplifications. Ce sont des simplifications. Parce que si on garde le problème tel quel, il sera tellement complexe qu'on ne pourra pas trouver de solution. Donc, quand on parle d'hypothèse, ça veut donc dire qu'en réalité, on essaye de diminuer le niveau de difficulté. D'accord? Voilà. Et donc, ces hypothèses-là, donc, ce sont des hypothèses qui ont donc pour objectif de simplifier le problème. Et par définition, les hypothèses ne sont pas vraies. Ah oui. Hein? Par définition, les hypothèses ne sont pas vraies. On admet seulement. Parce que si on n'admet pas ça, on ne peut pas continuer à travailler. Donc, les hypothèses ne sont pas vraies dans l'absolu, mais on les admet ainsi pour pouvoir résoudre le problème complètement. D'accord? Voilà. Et la première hypothèse, c'est l'hypothèse d'homogénéité et d'isotropie des matériaux. Qu'est-ce que c'est qu'un matériau homogène? Qu'est-ce que c'est qu'un matériau qui est homogène? On reviendra sur ces notions parce qu'on a la fin du cours de MMC qui nous attend. Vous voyez que les deux sont très, très liés. Hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on appelle un matériau homogène? Homogène, oui. Dont les propriétés, oui, sont les mêmes en tout point. Donc, on parle d'invariance ponctuelle. C'est-à-dire que si vous prenez chaque point matériel de la structure, vous aurez exactement les mêmes propriétés. On parle d'homogénéité. Évidemment, hein, ce n'est pas vrai dans l'absolu. Si vous prenez même cette structure-ci, qui est une structure qui est un milieu continu, si vous coupez, là vous allez voir qu'il y a des fibres, d'accord? Il y a des vides, hein, d'accord? Ok? Donc, on dit que dans l'absolu, ce n'est pas vrai. Mais on admet cela pour pouvoir continuer le cas. Bon, ne parlons même pas du béton. Le béton, encore, c'est plus grave. À la limite, l'acier, oui. L'acier est un peu plus homogène. Voilà. Donc, ça, c'est la propriété d'homogénéité. Maintenant, qu'est-ce que c'est que l'isotropie? Bon, on va revenir également dessus en mécanique des milieux. Qu'est-ce que c'est que l'isotropie? Qu'est-ce que c'est qu'un matériau isotrope? À Douala Yaoundé, qu'est-ce que c'est qu'un matériau isotrope? Un matériau isotrope, c'est un matériau qui a les mêmes propriétés dans toutes les trois dimensions. Dans les trois directions, absolument. Dans les trois directions. On parle alors d'invariance directionnelle. Absolument. Absolument. Donc, l'homogénéité, c'est l'invariance ponctuelle. L'isotropie, c'est l'invariance directionnelle. C'est-à-dire que si vous êtes en un point, vous prenez les trois directions de l'espace, alors le matériau a les mêmes propriétés dans ces trois directions. On parle d'invariance directionnelle. Absolument. Bien. Un matériau qui n'est pas isotrope peut être soit orthotrope, soit complètement anisotrope. Bien. Orthotrope, Douala Yaoundé, est-ce que quelqu'un a la définition de l'orthotropie? Est-ce que quelqu'un a la définition de l'orthotropie à Douala Yaoundé? Ici, ils ne connaissent pas. Non, ne connais pas. Même vous ne connaissez pas. OK. Mais alors qu'à partir de la définition que vous avez donnée, c'est très simple. Si l'isotropie, c'est une invariance directionnelle, cela veut donc dire que l'orthotropie ou l'anisotropie complète, c'est quoi? C'est une variance directionnelle en quelque sorte. L'anisotropie, c'est une variance directionnelle complète. C'est-à-dire que si vous prenez les trois directions de l'espace, alors les propriétés du matériau sont différentes suivant ces trois directions. Maintenant, l'orthotropie, c'est le moyen terme entre l'isotropie et l'anisotropie complète. C'est-à-dire que vous avez deux directions où les propriétés sont les mêmes et dans la troisième direction, vous avez des propriétés différentes. Ça, c'est l'orthotropie. Et l'exemple type de matériau orthotrope, c'est le bois. Prenez un tronc d'arbre. Si vous faites une coupe, d'accord, perpendiculaire à l'axe, en général, on va voir les mêmes propriétés. Par contre, si vous prenez l'axe qui est perpendiculaire à ce plan-là, alors les propriétés seront différentes.
Donc, le matériau orthotrope, par excellence, si on peut dire ça comme ça, c'est le bois. Pour l'isotropie, bon, c'est surtout l'acier, hein, parce que l'acier, bon, en général, a les mêmes propriétés dans toutes les directions. Absolument. Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau-là, pour les définitions? Donc, l'homogénéité, l'isotropie, l'orthotropie, l'anisotropie. Ensuite, la loi de Hooke, on en a déjà parlé. On admet que les matériaux utilisés sont dans le domaine de l'élasticité. Bon. Après, je vais préciser ce que c'est que l'élasticité, la linéarité et tout ça. Donc ça, ce sont des notions très sur lesquelles on va revenir en long et en large dans la fin du cours sur la MMC. Mais sinon, il faut retenir que l'élasticité, c'est la propriété de réversibilité. C'est-à-dire que si vous prenez un matériau élastique, vous donnez un effort, alors sous l'effort, le matériau va se déformer. Maintenant, si vous enlevez l'effort, le matériau revient à sa position initiale. Donc, c'est ce qu'on appelle la réversibilité. Alors, qu'il ne faut pas confondre avec la linéarité, qui est en réalité la proportionnalité entre la déformation. Donc, la loi de Hooke, c'est ce qu'on appelle la loi généralisée de l'élasticité linéaire. C'est-à-dire qu'on suppose que les matériaux sont élastiques et linéaires. Pourquoi la linéarité? Justement parce que quand les matériaux sont linéaires, on peut appliquer le principe de superposition. Prenez une structure, plusieurs actions. Nous voulons par exemple calculer par exemple, le moment fléchissant. Par exemple, le moment fléchissant dû à ces actions distinctes. On va donc dire que le moment fléchissant, c'est la somme des moments fléchissants dus aux actions individuelles. Donc, en quelque sorte, on dit que l'effet d'une somme, c'est la somme des effets. Et on ne peut dire cela que si le matériau est élastique. Sinon, ce n'est pas possible. OK? Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on dit donc ici, pour simplifier donc le problème, on suppose que les matériaux vont suivre la loi de Hooke ou la loi d'élasticité linéaire généralisée. Voilà. L'élasticité, je rappelle que c'est la réversibilité. La linéarité, c'est la proportionnalité. OK. En conséquence de cette hypothèse, c'est le principe de superposition dont je parlais tantôt. Alors, si plusieurs forces agissent séparément et créent de petits déplacements, alors l'application simultanée de toutes les forces va provoquer le déplacement égal à la somme de petits déplacements élémentaires. Donc, on traduit ceci plus simplement en disant que l'effet d'une somme, c'est la somme des effets. Extrêmement important. Donc, le principe de superposition. Est-ce que tout le monde comprend ça à Yaoundé? Non, monsieur. Alors, je reprends. Je dis, pour appliquer le principe de superposition, il faut admettre l'hypothèse de linéarité. Parce que ce n'est que pour les matériaux linéaires qu'on peut sommer les effets des sommes pour faire la somme des effets. D'accord? C'est que là où on peut dire que l'effet d'une somme de causes est égal à la somme des effets de ces différentes causes. Ça, ce sont les hypothèses sur les comportements. L'homogénéité, l'isotropie, ensuite la loi de Hooke. Maintenant, il y a une hypothèse sur la géométrie des poutres. Quand est-ce qu'on va dire qu'un solide est une poutre? Donc, il y a des critères à vérifier. Premièrement, le rayon de courbure de la ligne moyenne doit être grand par rapport aux dimensions de la section droite. Et en général, ce rayon de courbure doit être supérieur à 5 pi. B étant la plus grande dimension de la section droite. La longueur de la ligne moyenne doit être grande et donc en pratique au moins 20 fois la plus grande dimension de la section droite. Donc ça veut dire que si vous, par exemple, vous avez par exemple une section rectangulaire A de largeur et B de longueur, alors la longueur de la ligne moyenne doit être au moins 20 fois B.
hein, pour que ce solide-là soit qualifié de poutre. Okay. Alors, les dimensions de la section doivent les variations. Ça, c'est les variations. Ça, c'est les variations. Les variations de la section doivent être souples. C'est-à-dire qu'il faut éviter les points anguleux. Hein, d'accord? Il faut éviter les points anguleux. C'est-à-dire que si j'ai une poutre, d'accord, alors la section droite ne doit pas varier de façon brusque. Hein, c'est-à-dire que vous avez par exemple ça, hein, ça varie de façon brusque. Non. S'il doit y avoir une variation, la variation peut être souple. On va donner des exemples là quand on fait les TD. Ensuite, il y a une hypothèse extrêmement importante qu'on appelle l'hypothèse de Barré de Saint-Venant. Alors, l'hypothèse de Barré de Saint-Venant, regardez ces deux structures-là. Alors, ces structures sont identiques, à une seule exception. Les forces de traction N sont les mêmes. Sauf qu'ici, elle est appliquée de façon concentrée, alors qu'ici, elle est appliquée de façon répartie. Mais la résultante de ces contraintes vaut toujours N. Alors, qu'est-ce que Barré de Saint-Venant dit? Soit deux barres complètement identiques en leur partie centrale, mais sollicitées par la force N, ou le mode de sollicitation de N est quand même différent pour les deux extrémités. Absolument. Donc, dans un cas, la force appliquée de façon concentrée et l'autre, dans l'autre cas, c'est réparti, c'est appliqué de façon répartie. Barré de Saint-Venant dit que quoi? Barré de Saint-Venant a montré que dans la partie centrale des deux barres, la répartition des forces est identique. En conséquence, on considère que dans tous les éléments obtenus, tous les résultats, obtenus ne sont valablement applicables que loin des zones d'application des efforts. D'accord? On va donc dire que ici, les résultats que nous allons énoncer dans tout ce cours ne sont valables que dans ces portions. C'est-à-dire loin des points d'application des charges. Dans les zones assurées là, les résultats que nous allons édicter dans tout ce cours ne seront pas valables. Ça, c'est ce que dit Barré de Saint-Venant. D'accord? Je répète que les hypothèses, ce sont des simplifications et qui ne sont pas vraies dans l'absolu. Mais on les admet pour pouvoir continuer les calculs. Alors, dans ce bilan, avant de continuer, parce qu'il y en a d'autres hypothèses, là, on a quoi? On a l'homogénéité et l'isotropie, la loi de Hooke, le principe de superposition, ce qui revient d'ailleurs au même, les critères sur la géométrie des poutres, et ensuite maintenant l'hypothèse de Barré de Saint-Venant. Il y a une autre hypothèse qui est l'hypothèse de Bernoulli. C'est peut-être la plus importante. Les sections planes normales aux fibres moyennes avant déformation demeurent planes et normales aux fibres moyennes après déformation. Hein, d'accord? Si vous prenez une section droite qui est normale et plane avant déformation, même si ça se déforme, ça reste toujours plan et normal à la fibre moyenne. Hein, d'accord? Vous voyez? Ok, voici la ligne moyenne, voilà la section droite. Voici la configuration non déformée. Même si je me déforme, je dois rester comme ça. Donc ça veut donc dire que finalement, qu'est-ce que la ligne moyenne a subi comme déformation? Une rotation. Tout le monde voit ça. C'est une rotation simple. La section droite qui était comme ça, avant déformation, est devenue comme ça, après déformation. Mais elle était toujours plane. Alors, cette hypothèse de Bernoulli est extrêmement importante. D'ailleurs, tous les calculs qu'on va faire vont découler de ça. Bien. Maintenant, on rentre déjà un peu. Bon, ça c'est l'introduction. Est-ce qu'il y a des questions sur l'introduction? Est-ce que tout le monde a compris un peu le décor planté là? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? À Douala Yaoundé, est-ce qu'il y a des questions? Pas encore? Pas de questions, hein? Personne ne vous oblige à poser une question. Hein? Peut-être c'est parce qu'on ne voit pas les écritures. Vous ne voyez pas les écritures? Oui, monsieur. Bon, de toutes les façons, vous aurez le cours complet.
Mais sur l'hypothèse qui est avant l'hypothèse de Bernoulli, là, je ne comprends pas ça. Alors, ok, l'hypothèse, c'est l'hypothèse de Barré de Saint-Venant. Que dit l'hypothèse de Barré de Saint-Venant? L'hypothèse de Barré de Saint-Venant dit que tous les résultats que nous allons établir en résistance des matériaux ne sont valables que loin des points d'application des efforts. Hein, c'est ça. C'est-à-dire que si vous êtes dans cette zone-ci, les résultats que nous allons énoncer ne sont pas strictement valables dans les zones assurées là. Voilà, c'est ce que montre Barré de Saint-Venant. Les résultats ne sont valables que quand nous sommes loin des points d'application des charges. Donc, généralement, dans ces parties centrales. Pour le cas de cette barre-ci qui est soumise à de la traction. Est-ce que je réponds à votre question? Oui, monsieur, c'est bon. Bien. Est-ce qu'il y a une autre question? Bon, sinon, tout ce que nous avons dit depuis le début là, en réalité, c'est, nous disons cela en guise d'introduction. Maintenant, on va déjà donc aller un peu plus dans le fond du cours. Et première chose, je vais définir la notion de visseur. Voici une structure. Nous avons déjà fait un peu la même chose en MMC quand il fallait introduire la notion de vecteur contrainte. Hein, pour qu'on s'en souvienne. Soit cette structure, on cherche dans les forces internes, dans la section sigma. Dans la section, donc, je coupe cette structure en deux et je m'intéresse donc aux forces internes, ce qu'on appelle les forces de cohésion. Supposons que par la pensée, on divise dans la poutre et puis on va donc isoler une partie dite gauche et une partie dite droite dans la structure. Voilà. Et le point de coupure ici, on peut appeler le point P, un point quelconque dans la section sigma, qui est la section de coupure. Bien. Alors, si on isole par exemple la partie gauche, si j'isole par exemple la partie gauche, on va donc considérer que la partie droite agit sur la partie gauche. Donc ça c'est quoi? Cette force-ci, c'est l'action de la partie droite sur la partie gauche. Et celle-là c'est quoi? Ben, c'est l'action de la partie gauche sur la partie... D'accord? Voilà. Alors, en chaque point de sigma, on a donc défini les forces T de P et X1. Où X1 ici, en réalité, c'est la tangente à la ligne moyenne. Voilà. Ça, c'est donc T de P et X1, c'est ce que nous avons appelé le vecteur contrainte. En un point quelconque de la section de la section. Nous avons déjà dit quand on faisait de la MMC. Vous voyez que de toute façon, c'est une continuité, hein? Il n'y a rien de mystérieux dedans. Alors, donc, les forces T de P, X1, ce sont les vecteurs contraintes, ou bien les forces de cohésion. Le correspondant de P à droite va supporter un vecteur contrainte opposé, évidemment, d'après le principe d'action et de réaction. Absolument. Ici, il y a une petite erreur. C'est que T de Px1 est égal à moins T de P et moins X1. Hein, parce que si X1 va dans ce sens-ci, moins X1 va dans l'autre. Et si le vecteur contrainte est de ce côté, alors pour l'équilibre du point P, il faut que l'autre force soit dans l'autre sens pour que l'équilibre du point P soit assuré. Donc ici, il y a une petite erreur, c'est moins T de moins X1. Et nous avons déjà montré que ce vecteur contrainte est égal à la contrainte normale portée par X1 plus le vecteur cisaillement. Ça, nous avons déjà montré, même en MC. Donc ici, sigma n, c'est la contrainte normale et tau, c'est le cisaillement. Alors maintenant, je m'intéresse à l'équilibre.
soit de la partie gauche, soit de la partie droite, pris individuellement. L'équilibre de la partie gauche, par exemple, permet d'affirmer que le torseur formé par les forces de cohésion s'oppose au torseur des forces extérieures. Alors on dit que quoi? Si j'ai ici des forces extérieures, et là j'ai des forces intérieures, ça c'est l'équilibre. L'équilibre exige que le torseur formé par les forces intérieures soit équilibré par le torseur formé par les forces extérieures. C'est ça qui va définir l'équilibre de cette partie. De l'autre côté, c'est exactement pareil. Alors, on va donc dire que quand on vient alors de caractériser le torseur des efforts de cohésion, d'accord, par les éléments de réduction, par ces éléments de réduction au point G. Voilà. Et on va donc dire qu'en réalité, ce torseur-là est un visseur. Ici, il a fait une erreur, c'est 2S, hein, d'accord? Un visseur, c'est VI2S, c'est un visseur, absolument. Donc, les éléments de réduction de ce torseur des forces de cohésion, c'est le visseur. On va donc ici dire que ça, c'est le visseur de gauche, et là, c'est le visseur de droite. Alors, maintenant, les éléments de réduction, qu'est-ce que ça veut dire? On va le voir dans la suite. Alors, quels sont les éléments de réduction d'un torseur? Un torseur a combien d'éléments? Un torseur a 2 éléments, à savoir la résultante du torseur et son moment. La résultante du torseur. Alors ici, ça ce sont des notations évidemment intrinsèques, à savoir que ici, R c'est une force et M est une force que je peux projeter dans un système d'axes. À ce moment-là, alors, je vais avoir les composantes de R et les composantes de M. Alors, si je prends le système d'axe composé par la tangente à la ligne moyenne qui est X1 et les deux autres axes qui sont dans le plan de la section droite, alors, on va donc projeter R et M, c'est-à-dire la résultante du torseur et le moment du torseur sur ces 3 axes. La projection N de R sur X1 est appelée l'effort normal ou bien l'effort longitudinal. Le voici. Voici la ligne moyenne. Voilà, j'ai ici la tangente X1 à la ligne moyenne. La projection de R sur X1 est appelée l'effort normal ou bien l'effort longitudinal. X1 est la tangente à la ligne moyenne en G. D'après la convention de signes de la mécanique, nous avons déjà vu ça. Si N est négatif, on va donc dire que la poutre est en compression. Le point est en compression. On dit que si N est positif, on dit qu'on est en traction. Donc ça, c'est la première composante de R, celle qui est la projection sur X1. Bon, maintenant, si je projette R dans le plan de la section droite, j'ai ce qu'on appelle l'effort tranchant. L'effort tranchant qui a donc 2 composantes, suivant X2 ou bien X3. De la même manière, M, qui est le moment, peut être également projeté dans ce système d'axe. La projection de M sur X1, c'est ce qu'on appelle le moment longitudinal ou bien le moment de torsion. Tandis que la projection de M, les axes de la section droite sont appelés moments de fléchissement. Et là, il y en a 2. Soit M2, soit M1, soit M3. Alors, un des objectifs principaux de ce cours, c'est de déterminer les éléments de réduction, ou bien les éléments du visseur, dans différentes catégories de structures. C'est-à-dire ici, nous aurons donc essentiellement à tracer ce qu'on va appeler la courbe de l'effort normal, la courbe de l'effort tranchant, la courbe du moment de torsion, s'il y en a, la courbe des moments fléchissants. Ce sera un des objectifs particuliers de ce cours. Absolument. Alors, cas particulier des poutres droites à chargement plan. C'est-à-dire, regardez cette configuration-là. Là, cette poutre-ci est droite, puisque G0, G1 est une droite. Et le chargement est contenu simplement dans le plan de la section droite, dans le plan moyen. Dans le plan moyen. Regardez, le chargement est contenu uniquement dans le plan moyen. Dans ce cas, on peut montrer que
le moment de torsion est nul. Il n'y a pas de moment de torsion. À ce moment-là, l'effort tranchant sera contenu également dans le plan de symétrie. Et si la poutre est chargée perpendiculairement à la direction de la ligne moyenne, l'effort normal également disparaît. Alors, regardez ici. Regardez ici. Nous avons un effort qui est comme ceci, qui est perpendiculaire à la ligne moyenne. D'accord? Cet effort-là est perpendiculaire à la ligne moyenne. Donc, quand on va faire les projections, est-ce que cet effort peut avoir une projection sur cette droite? Non, évidemment. Puisque l'effort est perpendiculaire à la ligne moyenne. Donc, dans ce cas-là, l'effort normal, puisque l'effort normal, rappelons-le, c'est la projection, la résultante du torseur sur G0, G. À ce moment-là, l'effort normal est identiquement nul. Bien. Alors, donc, alors là, bon, ça c'est dans son de ce qu'il faut retenir ici, ce sont ces résultats-ci. Dans une poutre droite à chargement plan, dans le plan moyen, alors, on peut dire ceci. Le diagramme des efforts tranchants présente des discontinuités là où sont appliquées les forces concentrées. Bon, on va faire beaucoup de TD, donc après vous allez vous rendre compte de cela, hein, ça, il n'y a pas de problème. Donc, première chose à retenir, c'est que le diagramme des efforts tranchants peut être discontinu. Et notamment, s'il y a des efforts concentrés sur la poutre, l'effort tranchant, le diagramme d'effort tranchant sera discontinu au point d'application de ces efforts concentrés. OK. Deuxième résultat à retenir. Dans le cas où la poutre ne supporte pas de couple isolé, le moment fléchissant doit être continu. Tout le monde sait que c'est qu'une fonction continue. Qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? Adonai Yaoundé, qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? Hein? Qu'est-ce que c'est qu'une fonction continue? Vous savez ce que c'est qu'une fonction continue? Hein? Monsieur, Une fonction continue, oui. Ça veut dire que jamais la même limite à gauche et à droite. Absolument. Ça veut dire que la limite à gauche est égale à la limite à droite, égale à la valeur de la fonction en ce point. Il ne faut pas oublier de compléter ça. C'est ça une fonction continue. Une fonction continue, ça veut dire qu'en chaque point, la limite à gauche est égale à la limite à droite, est égale à la valeur de la fonction au point considéré. On voit ça en premier. Donc, vous arrivez jusqu'ici, vous savez pas ce que c'est qu'une fonction continue. C'est pas sérieux. Hein? Tout le monde a quand même retenu ce rappel? D'accord. Donc, je me répète peut-être, mais ça, ce sont des résultats extrêmement importants. Le diagramme des efforts tranchants peut être discontinu. Bien. Par contre, le diagramme de mouvement fléchissant, normalement, doit être continu, à moins qu'il y ait des couples concentrés. Voilà les couples concentrés. Hein? Voici un couple concentré. Par exemple, voici un effort concentré. Voici des couples répartis. Voilà les efforts répartis. D'accord? Donc, cela veut dire que si vous voulez tracer, par exemple, le diagramme de moment fléchissant dans cette poutre, en ce point, le diagramme sera discontinu. Parce qu'ici, il y a un couple concentré. Mais à moins qu'il y ait un couple concentré, le diagramme du moment fléchissant va être continu. On a beau insister dessus comme ça. Après, dans les devoirs, vous allez me donner les courbes où vous voyez les moments qui sont discontinus, alors qu'il n'y a pas de couple concentré. Ah, voilà. Donc, on ne le répétera jamais assez. Le diagramme des efforts tranchants peut être discontinu. Ici, là où il y a une force concentrée, le diagramme des efforts tranchants sera discontinu, nécessairement.
Ici, s'il y a un couple concentré, le diagramme de moment fléchissant sera discontinu en ce point. Bon, mais en général, c'est rare quand même hein, qu'on est dans les structures classiques des couples concentrés. C'est rare. Et les efforts concentrés, oui, c'est très courant. Mais les couples concentrés, c'est rare. C'est pour ça que dans la plupart des cas, les diagrammes de moment fléchissant sont toujours continus. Parce que c'est rare de trouver des couples concentrés dans les structures classiques. Absolument. Bien. Alors, à partir de ces résultats également, on établit que la dérivée de l'effort tranchant, c'est l'effort réparti, c'est-à-dire c'est le Q là, le petit Q là. Ça, l'effort réparti là, le Q d'état là, d'accord? La dérivée de l'effort tranchant, c'est Q. Q étant ici l'effort, la densité linéaire des forces. C'est-à-dire que l'effort réparti. Ça, ce sont des résultats à retenir. Et donc, si vous faites un tracé qui ne répond pas à ça, vous-même, vous pouvez déjà savoir que c'est faux, avant même de remettre votre copie. Hein, c'est ça. C'est quelques critères pour vous permettre vous-même de vous vérifier. Si on vous dit, OK, remettez votre diagramme, et vous voyez que, par exemple, que votre diagramme n'est pas, d'effort tranchant n'est pas discontinu, alors qu'il y a une force concentrée. Alors vous-même, vous savez déjà que c'est faux. D'accord? C'est même pas la peine de remettre votre copie. Hein? C'est comme ça. Hein, tout le monde comprend ça, non? Ayaoud et Adouala, là. Hein? Remettre quand même. C'est vrai quand même. Quelqu'un a dit que c'est vrai quand même. C'est vrai quand même. OK, autre résultat. La dérivée du moment fléchissant est égale à l'opposé de l'effort tranchant. Bon, en réalité, c'est plus ou moins, ça dépend de comment on a orienté les axes. On va revenir ici en détail. Mais c'est ça des choses qu'il faut déjà retenir. La dérivée du moment fléchissant, c'est l'effort tranchant. Et la dérivée seconde du moment fléchissant, c'est donc l'effort, évidemment. Il suffit pour trouver cette équation de combiner ces deux. Hein, puisque si vous dites que d de m sur dx est égal à moins t, alors maintenant, il suffit de dériver encore t par rapport à x. Ça va faire donc 2 fois dérivée de m par rapport à x. Ça va faire donc moins q. D'accord? Simple. Donc, premièrement, le diagramme des efforts peut être discontinu. Le diagramme de moment fléchissant normalement est continu. La dérivée de l'effort, c'est la fonction continue. La densité linéaire d'effort. La dérivée du mouvement fléchissant, c'est l'effort tranchant, au signe près. La dérivée seconde du mouvement fléchissant, c'est l'effort, la densité linéaire d'effort, au signe près. Application numérique. Voici une poutre dont je veux déterminer les éléments de réduction. Ici, je veux juste donner d'abord la procédure, parce que nous ne sommes pas encore suffisamment loin pour qu'on puisse résoudre cela jusqu'au bout. Je veux d'abord donner la procédure. Quand on donne donc une structure comme celle-ci, premièrement, pour tout mécanicien, il faut d'abord choisir son système d'axe. Bien. OK. On travaille, puisqu'on va travailler le plan. Vous choisissez d'abord votre système d'axe. Supposons ici que je travaille ici dans le système d'axe X, Y, Z. Z ici, c'est en réalité l'axe du moment. En général, ici. Et on suppose que, par exemple, le sens positif du moment, c'est le sens contraire des aiguilles de la montre. C'est-à-dire que les moments positifs sont pris comme ceci. Donc, on a, première chose, on choisit son système d'axe. On doit donc voir ici l'axe horizontal, l'axe vertical et puis l'axe de rotation. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, on va trouver les réactions de liaison. Dans la suite, on va montrer comment on détermine les actions de liaison. Parce que les actions de liaison sont fonction justement des types de liaison. Et pour ce qui nous concerne, il n'y a pas de type de liaison, hein, il n'y a que 3 qui sont les plus courantes. On va dire que ce type de liaison-ci, c'est un appui simple. Appui simple dans ce sens-là. Il peut se déplacer dans ce sens-ci, mais il ne peut pas se déplacer dans ce sens.
On va dire que ceci est une articulation, c'est-à-dire qu'il ne peut se déplacer ni dans ce sens, ni dans ce sens, mais il peut simplement roter. Ici, on va donc dire qu'ici, il y a un degré de liberté. Le seul degré de liberté ici, c'est la rotation. On va revenir dessus en détail, hein. Ça c'est juste des exemples. Ici, on a 2 degrés de liberté. On a une translation horizontale et une rotation. Et le troisième type de liaison, c'est l'encastrement. L'encastrement, c'est quand il y a 0 degré de liberté. Donc là, on encastre complètement. D'accord? Là, je ne vous l'ai pas encore montré. Bien. Donc ça va donc dire que quand on a un appui simple, on a 2 degrés de liberté et une seule réaction d'appui. Quand on a une articulation, on a un seul degré de liberté et 2 réactions d'appui, qui sont en réalité les forces. Et quand on a un encastrement, on a 0 degré de liberté et 3 réactions d'appui, à savoir 2 efforts et un couple. Donc, première chose, donc, les réactions de liaison. Donc, pour trouver les réactions de liaison, bon, on écrit tout simplement le PFS. Parce que dans un premier temps, pour le cours de RDM, on va travailler uniquement sur les structures isostatiques. Structures isostatiques, ça veut dire que quoi? Ça veut dire qu'on peut trouver les réactions de liaison et on peut même résoudre complètement la structure à partir uniquement du PFS, c'est-à-dire du principe fondamental de la statique. Absolument. Après, maintenant, quand on va faire le cours de calcul de structure, on va voir les structures hyperstatiques. Et là, on va voir donc que le PFS ne suffit plus pour résoudre les structures. Bien. Pour les réactions, donc, on a 3 composantes, c'est-à-dire l'effort horizontal, l'effort vertical et le couple. S'il s'agit d'un encastrement. S'il s'agit d'une articulation, on va avoir 2 réactions d'appui, à savoir la force horizontale et la force verticale. Et s'il s'agit d'un appui simple, on va avoir une seule réaction d'appui, à savoir la force verticale. Bien. Maintenant, une fois qu'on a déterminé on a choisi son repère et on a déterminé les réactions d'appui, hein, d'accord, en appliquant le PFS, on va justement trouver les éléments de réduction du visseur. On va faire la coupure, comme on a dit tout à l'heure, là, hein, comme on a fait là tout à l'heure. On va faire la coupure pour déterminer les éléments du visseur. Voilà. C'est-à-dire la résultante du visseur et son moment. La résultante du visseur, normalement, a 3 composants, c'est-à-dire 3 forces, et le moment a également 3 composantes, c'est-à-dire 3 moments. Bien. Alors, nous avons dit que dans le cas des poutres droites avec un chargement dans le plan, il y a certaines choses qui disparaissent, normalement, notamment le moment de torsion qui disparaît, l'effort normal qui disparaît. Donc, à ce moment-là, on va faire une coupe. Bon, maintenant, comment est-ce qu'on fait le coup? Il y a des questions? Bien. On fait le coup. Il y a deux situations. Il n'y a que 2 situations. Soit la force est répartie, comme ici, et à ce moment-là, on fait une seule coupure. Soit il existe des forces concentrées, et après chaque force concentrée, on doit faire une coupure. Alors là, c'est extrêmement important. Premier cas, il n'y a qu'une force répartie. Dans ce cas, on fait une seule coupure. Maintenant, deuxième cas, il y a des forces concentrées. Autant de forces concentrées, autant de coupures. Si par exemple, j'avais en plus de ceci une force concentrée ici, je devais faire une coupure avant la force concentrée et après la force concentrée. Si j'ai une autre force concentrée ici, je fais une avant, je fais une après, ainsi de suite. À ce moment-là, on va faire les coupures par intervalle. Et ensuite, maintenant, on va reconstituer l'expression de chaque élément de réduction par intervalle. Bon. Alors, si on applique ça ici, donc voilà. Si j'isole la partie gauche, on va dire que j'ai affaire à un visseur de gauche. Si j'isole la partie droite, on va dire que j'ai affaire à un visseur de droite. Et quand j'isole la partie droite, voici comment s'écrit le visseur. Vous prenez les mêmes directions, mais vous mettez les signes moins. Pourquoi? Mais parce que justement, le point de coupure, lui aussi, doit être en équilibre. Et donc, ceci doit être l'action réciproque de l'autre. Alors, si on fait ça pour ce cas-ci, alors, premièrement,
On va donc voir, comme ici on a une articulation, ça veut donc dire qu'on a combien de réactions? On a deux réactions. On a deux réactions. Ici on a plus simple, on a combien de réactions? Une réaction. On a une réaction. Ok. Ceci, c'est une force qui est comment? Quelle est l'allure de cette force? Répartie, mais sous quelle forme? Triangulaire. Ça, c'est une force répartie triangulaire. On peut montrer que sa résultante est où? La résultante est à 1/3 de la base. Et cette résultante vaut quoi? Ça vaut la surface de la force, c'est-à-dire la base à la hauteur sur 2. Base, c'est combien? La hauteur. Ça fait? Ça fait? 5 fois 10, c'est combien? 50 par 2. Ça, c'est l'intensité de la force. Bon. OK. L'intensité de la force, c'est donc combien? 25. Voilà ça. Voilà l'intensité de la force qui est 25. Qui est placée à 1/3 de cette distance-ci. Voilà. Bon, maintenant, voici la réaction en B. Puisque c'est un appui simple, alors il y a combien de réactions? Une réaction qui est la verticale. Ici, comme il s'agit d'une articulation, il y a deux réactions d'appui, à savoir la réaction horizontale et la réaction verticale. Il n'y a pas de couple, puisqu'il n'y a pas d'encastement. Et maintenant, donc, vous écrivez ici le PFS. Voilà. Alors, le PFS projeté sur l'axe X, il y a combien de forces sur X? Une seule force qui est HA. Donc, je dis donc que HA doit être égal à 0. Alors, sur Y, il y a combien de forces? 3. Comment ça, 2 forces? 3 forces. Il y a les deux forces aussi qui sont positives. Et la troisième force aussi qui est négative. Puisqu'on a choisi un système d'axe, c'est pas pour rien qu'on choisit un système d'axe dès le début. C'est pour pouvoir bien faire les projections. Hein? Un mécanicien ne peut pas travailler sans qu'il n'y a pas de système d'axe. Première chose, il faut d'abord choisir son système d'axe. Ensuite, maintenant, si j'écris l'équilibre du moment à partir du point A, il y a combien de forces qui interviennent? Il n'y a que 2 forces qui interviennent. Parce que le moment d'une force par rapport à un point où la force passée est nulle. D'accord? Donc, si je fais le moment de HA et VA à partir de A, c'est 0. Si je fais le moment de VB à partir de A, ce moment est positif ou négatif? Alors, pour le faire, qu'est-ce que vous faites? Vous mettez le doigt ici et vous faites tourner la force. Donc, vous mettez le doigt ici. Quand vous faites tourner la force, vous voyez que ça tourne positivement. Et son bras de levier, voilà son bras de levier, c'est-à-dire cette distance-ci, c'est. Donc, ce moment-là est positif. Maintenant, le moment de l'autre est négatif. Ça permet de trouver VB. Et si j'ai VB, cette équation me permet de trouver VA. Alors, je n'ai pas de force concentrée. J'aurai combien de une seule. Parce que ici, je n'ai pas de force concentrée. D'accord? Du moins, sur la longueur de la poutre. J'ai les forces concentrées aux liaisons, mais pas sur la poutre elle-même. D'accord? D'ailleurs, même dans ce cas, la logique se respecte toujours, puisque vous allez dire que il y a une force concentrée ici, je dois faire la force concentrée. Hein, d'accord? Ok. Ici, si on raisonne ici par rapport à la poutre, il n'y a pas de force concentrée, donc je fais une seule coupure. Si je fais la coupure dans la section d'abscisse X, alors, voici donc, comme j'aurais isolé ici une portion de. Ça, c'est une portion de gauche. Donc, si j'isole une portion de gauche, je dois identifier un visseur de gauche. Voilà le visseur de gauche dont les éléments de réduction sont l'effort normal, l'effort tranchant et le moment réussissant. Donc, la théorie nous dit donc que le torseur constitué de forces intérieures doit équilibrer le torseur des forces extérieures. Pour chaque
élément isolé. Voilà, donc, c'est ce que je fais. Donc, j'équilibre donc ces deux torseurs. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que j'équilibre ces deux torseurs? Je veux donc dire que l'effort normal du torseur intérieur, c'est-à-dire du visseur, est égal à l'effort normal des forces extérieures. Est-ce qu'il y a un effort normal dans les forces extérieures? Est-ce qu'il y a un effort normal pour les forces extérieures? Non. Donc, ça veut donc dire l'effort normal de force intérieure est égal à 0. C'est ça. Hein? Parce qu'on est en train de créer l'équilibre de cette portion après la coupure. Hein? Le visseur, c'est-à-dire le torseur intérieur, doit équilibrer le torseur extérieur. Donc, et si deux torseurs sont égaux, ça veut donc dire que les éléments de réduction sont identiques. Donc, j'identifie. Bien. Maintenant, le torseur des efforts intérieurs a comme la projection sur Y, c'est l'effort enchanté. Et celui-ci, c'est donc 25, comme on a déjà vu. Voilà. Mais maintenant, il reste celui-ci. Il ne faut pas oublier celui-ci. C'est l'intégrale de Q de X fois. Vous ne voulez pas intégrer, donc vous prenez les forces équivalentes. Donc vous prenez toujours base fois hauteur sur 2. Voilà. OK. Donc, vous devez déterminer l'équation de cette droite. Bon, ça c'est simple. Hein? Il faut vous déterminer l'équation de cette droite. Si j'ai 5 kN ici et 10 ici, la pente c'est combien? Voilà. Et donc, vous allez avoir l'équation de cette droite. Donc, normalement, c'est 0,5. C'est pour ça qu'ici, vous avez donc ici 0,5x. Voilà. Donc, voici la force. Là. Okay. Elle est placée en x sur 2. Donc, ça, c'est la base. 0,5x, c'est la base. Base fois la hauteur, qui est x sur 2. Et maintenant, le bras de levier. Le bras de levier, c'est par rapport à ce point-ci. On écrit toujours le moment par rapport au point de coupure. C'est-à-dire, parce qu'on prend les éléments de réduction en G. G qui est le centre de gravité de la section, on a fait la coupure. Donc, vous voyez donc son moment, le bras de levier ici, c'est toujours AX sur 3. Absolument. Donc, on a donc l'expression de N, de T et de N. Ensuite, maintenant, on peut faire le tracé. Voilà, donc, globalement, le genre de travail que nous aurons à faire ici. Donc, je vous donne une structure avec des conditions d'appui, avec un chargement quelconque. Je vous demande de trouver les éléments de réduction, de tracer les graphes des éléments de réduction tout au long de la structure. Ça, c'est un des premiers jobs. Après, maintenant, dans la deuxième phase, on va déterminer la distribution des contraintes. Les différentes contraintes dans chaque section. Maintenant, si je parcours donc ce paragraphe-ci, intitulé « L'état de contrainte dans une section droite de poutre ». Alors, la détermination du visseur permet donc de déterminer l'état de contrainte dans toute coupure de section donnée. Donc, il y a une relation entre les éléments de réduction d'un visseur et l'état de contrainte en un point quelconque de la section droite. Absolument. Soit la section droite ici, S, soit la section droite S, rapportée au système d'axe, c'est toujours pareil, X1, X2 et X3. Donc, X1, c'est quoi? X1, c'est la tangente à la ligne moyenne, ce qui va porter l'effort normal. X2 et X3 vont porter l'effort tranchant et le mouvement fléchissant. Et ici, je considère un point P de la section qui a pour composante X2 et X3. Absolument. Voilà. Alors, donc, on sait que X1, X2 et X3 vont former un dièdre direct. Et dans ce dièdre, l'état de contrainte, c'est ça. Sigma 1, 1, sigma 1, 2, sigma 1, 3, sigma 2, 1, sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 1, sigma 3, 2, sigma 3, 3. Sachant que le tenseur de contrainte, comme on l'a vu en MMC, c'est un tenseur qui est symétrique. Absolument, symétrique. Donc ça veut donc dire que sigma 1, 2 est égal à sigma 2, 1, ainsi de suite. Alors, par définition,
Le vecteur contrainte en P, suivant X1, c'est quoi? Ben, c'est sigma porté par X1, tout simplement. Donc, vous prenez ce tenseur, vous multipliez par X1. Mais X1, dans ce système d'axe, c'est quoi? C'est 1, 0, 0. Voilà. Ça va donc faire donc, cette première ligne ou bien cette première colonne, puisque le tenseur est symétrique. Absolument. Alors, maintenant, justement, donc, là, si je dois donc écrire, l'équilibre après la coupure, hein, d'accord? Donc ça veut donc dire que R, c'est-à-dire la résultante du visseur, doit équilibrer la somme des contraintes. Et le moment doit équilibrer la somme des moments des contraintes par rapport à G. Alors voici GP. Voilà, voici G, voilà P. Donc ça veut donc dire que GP c'est quoi? C'est X2 porté par X2 plus X3 porté par X3. Voilà. Donc, c'est ça donc, qui donne l'équilibre du tronçon. Voilà. Alors, les équations vectorielles aboutissent aux équations scalaires. Voilà. Donc vous voyez que, voilà. Vous voyez ce vecteur-là. Ce vecteur-là, ça veut donc dire que quoi? Ça veut dire que ce vecteur-ci a pour composante sigma 1, 1 sur X1. Sigma 1, 2 sur X2 et sigma 1, 3 sur X3. Donc, ça veut donc dire que dans cette réaction-ci, donc, la somme sigma 1, 1 ds plus R1, c'est-à-dire plus la projection de R1 plus la projection de R sur X1 est égale à 0. Or, la projection de R sur X1, nous avons dit que c'est quoi? C'est ça qui est l'effort. Okay. Plus la somme donc de sigma 1, 1, ds est égal à 0. Ça c'est une équation vectorielle qui se traduit par trois relations scalaires. Quand je projette ça dans le système d'axe x1, x2, x3. Voilà. Sur x2, ben, ça donne ça. Sur x3, ça donne ça. Bon, maintenant, pour le moment, ça donne pareil. Voilà. Alors, si je fais ici, GP vectoriel, ceci. Alors, GP, c'est quoi? GP, c'est X, c'est X de P moins X de G. Si on considère que G, c'est l'origine du repère, absolument. Hein, si on considère que que ça, c'est l'origine du repère, donc ça veut donc dire que ici, j'aurai donc quoi? J'aurai donc. Est-ce que GP a une composante sur X1? Est-ce que GP a une composante sur X1? Non, puisqu'ils sont dans le même plan. D'accord? Donc, ça veut donc dire que GP, c'est quoi? Ça veut donc dire que GP, c'est 0, X2 et X3. Donc, vous mettez ici 0, X2, X3, vectoriel, sigma 1, 1, sigma 1, 2, et donc, première composante, vous barrez la première ligne. Il va rester quoi? Il va rester ici X2 multiplié par sigma 1, 3 moins X3 multiplié par sigma 1, 2. D'accord? OK. Deuxième composante, qu'est-ce qu'on va faire? On va barrer la deuxième ligne. Il va rester quoi? 0 multiplié par sigma 1, 3 moins X3 multiplié par sigma 1, 1. Mais en négatif. Parce que comme c'est la deuxième composante, il faut changer de signe. Voilà. Voilà. Et ensuite, maintenant, le troisième. Voilà. Donc, et ça, c'est donc quoi? Ça, c'est l'expression de l'effort normal. Ça, c'est l'expression de l'effort tranchant sur X2. Ça, c'est l'expression de l'effort tranchant sur X3. Ça, c'est le moment de torsion, c'est-à-dire le moment porté par X1. Ça, c'est le moment porté par X2. Là, c'est le moment porté par X7. Donc, voilà comment, à partir de l'état de contrainte, dans une section droite, on détermine les éléments d'un visseur. Donc, il y a une relation directe entre l'état de contrainte et les éléments du visseur. C'est d'ailleurs pourquoi on appelle ces éléments du visseur des contraintes généralisées. Hein? Ça, ce sont des sortes de contraintes, en fait. Hein? La contrainte, quelle est la dimension d'une contrainte? La dimension d'une contrainte, elle doit aller à
Pardon, monsieur. Quelle est la dimension d'une contrainte? Hein? La dimension, c'est-à-dire l'unité. C'est-à-dire l'unité, la dimension, c'est l'unité. Ce sont des newtons par mètre carré, absolument. Ce sont des newtons par mètre carré, absolument. La dimension d'une contrainte, ce sont des newtons par mètre carré. C'est une force par une surface. Donc, si j'ai une force par une surface et je multiplie ça par une surface, ça me donne quoi? Voilà. Donc, cette formule sera cohérente. D'accord? Donc, c'est pour ça que ces efforts, si on les appelle également des contraintes généralisées. Parce que je vois que pour passer de sigma 1,1 à n, on a seulement sommé les contraintes. Ouais, c'est pour ça qu'on dit que ce sont des contraintes généralisées. Ces éléments de réduction-là, ce sont des contraintes généralisées. Okay? Parce que là, on généralise une contrainte. Là. Okay. Voilà. Bon, maintenant, donc, en appliquant le principe de l'hypothèse de Saint-Venant, voilà, à savoir qu'on se place loin des charges à appliquer et en tenant compte du fait que le contour de la section droite n'est pas chargé, on montre que finalement, sigma 2,2 est égal à sigma 2,3 égal à sigma 3,3 égal à 0. Donc, ce résultat-ci, c'est un résultat que vous devez retenir. Je ne vous demande pas de savoir le démontrer. Ce n'est pas la peine. Mais il faut donc savoir que pour une poutre, dans une section droite quelconque de poutre, il n'y a que 3 éléments de contrainte qui sont non nuls. Il y a ce sigma 1, c'est-à-dire la contrainte portée par x1. Il y a sigma 1, 2 et puis il y a sigma 1, 3. Sigma 2, 2, sigma 2, 3, sigma 3, 2 et sigma 3, 3 sont tous nuls. Mais ça, c'est le cas particulier des poutres. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il faut encore faire le lien avec la MMC pour dire que la RDM, c'est un cas particulier en réalité. D'accord? Puisque en MMC, on va considérer ce tenseur-ci, bon, complet, même si en général, c'est jamais autant plein. Et maintenant, alors, pour passer d'ici à la théorie des poutres, c'est-à-dire à la RDM, on doit appeler donc ces composantes-ci. Et donc, la configuration de l'état de contrainte dans une poutre, c'est ça. Une contrainte normale et 2 contraintes de cisaillement. C'est tout. Et la contrainte normale est donnée par x1, c'est-à-dire la tangente à la ligne. Donc ça, c'est important de retenir ceci. Finalement, voici un tableau qui récapitule ce qu'on va appeler les modes de sollicitation des poutres. Bien. Si, dans une section droite de poutre, j'ai l'effort normal qui est nul, qui est non nul, l'effort tranchant qui est nul, le moment de torsion est nul, et les 2 moments fléchissants sont tous nuls, on va dire que cette section, c'est ce qu'on appelle la nomenclature, c'est-à-dire le nom qu'on donne à la solution, que cette section travaille en traction ou en compression simple. À ce moment-là, sigma 1,1 est non nul, on dit que sigma 1,2 et sigma 1,3 sont égaux à 0. Dans le cours, on va appeler ceci la contrainte normale, et ça, là, ce seront les scissions, ou bien les contraintes tangentielles. On va revenir dessus plus en détail. Si dans la section, l'effort normal est nul, l'effort tranchant est non nul, alors le moment de torsion est nul, et les 2 moments fléchissants nuls, on va dire qu'il s'agit d'un cisaillement pur. Alors, un cisaillement pur, ça veut dire que la contrainte normale est nulle, et l'une des 2 scissions est nulle. L'une des 2 scissions, au moins, c'est non nul. Les 2 peuvent être non nuls. D'accord? Donc là, on aura un certain, on va dire quoi? Un effort tranchant dévié, en quelque sorte. On va revenir dessus. Donc ça, ce sont les nomenclatures. Donc, traction et compression pure, simple, il faut savoir ce que c'est. Et savoir donc les éléments diviseurs correspondant à cet état. Le cisaillement pur, pareil. La torsion pure, c'est quand seul M1 est différent de 0. On va dire que la section travaille en torsion pure. Alors maintenant, si le moment flexion est non nul, on va dire qu'il s'agit d'une flexion pure. Si M1, si par exemple M2 est non nul et M3 est nul, on va dire qu'il s'agit d'une flexion pure
plane. Si l'un des deux est non nul. Maintenant, si les deux sont non nuls, il s'agira d'une flexion pure déviée. D'accord? Ça sont les définitions. On va voir les pratiques dans la suite. Est-ce que tout le monde a compris au moins cela? Terme 2. Est-ce que tout le monde comprend ça? Voilà. C'est la définition. Il n'y a rien à comprendre. C'est la définition. Donc, flexion pure. On dit flexion pure, pourquoi? Parce qu'il n'y a que le moment fléchissant qui est non nul. Maintenant, si un seul des moments fléchissants est non nul, la flexion pure est dite plane. Si les deux moments fléchissants sont non nuls, la flexion pure est déviée. Bien. Maintenant, si l'effort normal est non nul et le moment fléchissant est non nul, on va dire qu'on travaille en flexion composée. La flexion composée, elle également, elle peut être soit plane, soit déviée. Si l'effort tranchant est non nul et le moment fléchissant non nul, on va dire que la flexion est simple. Et la flexion simple également peut aussi être plane ou déviée. Bien, je pense qu'on peut arrêter là pour aujourd'hui. Ça, c'est bon. Bon, donc rendez-vous jeudi. Bon, mercredi plutôt. Rendez-vous mercredi, pardon, mercredi. Rendez-vous mercredi 16h. C'est bon? Voilà, il y a un des mercredi 16h. On va vous envoyer le support. On vous envoie le support immédiatement. Après,